La note de la France dégradée, l'Inde qui rapatrie son or et un petit détour par le CAC 40. C'est parti pour un nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. L'une des infos de la semaine, c'est l'agence Standard & Poor's qui dégrade la note de la France et sanctionne ses déficits à quelques jours des élections européennes, alors qu'elle était parvenue à éviter une dégradation de sa note souveraine par les deux premières agences de notation Moody's et Fitch, qui ont rendu leur verdict en avril dernier. La France n'y a cette fois pas échappé. La très influente Standard & Poor's a en effet abaissé sa notation à AA-. C'est la première fois depuis 2013 que la note souveraine de la France est sanctionnée. La raison, la détérioration de la position budgétaire du pays. La dégradation reflète notre projection que, contrairement à nos attentes précédentes, la dette publique française en proportion du PIB va augmenter en raison des déficits plus importants que prévus en 2023-2027, a justifié la société américaine, en rappelant que le déficit public français avait été, en 2023, nettement plus élevé que prévu. Pour le blog Élucide, cette situation catastrophique du budget de l'État est de la responsabilité des pyromanes qui sont au pouvoir et que la situation s'est nettement aggravée depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Comme d'habitude, je vous invite à aller lire cet article du blog Élucide, car il est riche en informations, en chiffres et en graphiques. Vous y lirez notamment que la France fait partie des cancres budgétaires de l'Europe en 2023. La France se classe à la 24e place sur 27, juste devant la Roumanie, la Hongrie et l'Italie, trois pays qui subissent beaucoup plus fortement le choc énergétique de la guerre en Ukraine. Olivier Berruyer nous montre que si on analyse depuis 2010 les finances de l'État des grands pays européens, la France fait pas le figure. L'Allemagne et les Pays-Bas ont une gestion vraiment saine, mais ces pays profitent largement de l'euro au détriment des pays du Sud. La France est nettement derrière l'Espagne ou la Belgique et remporte certainement le bonnet d'âne de la gestion publique en Europe. En moyenne, l'Italie a certes fait un peu moins bien que la France depuis 2019, mais elle a des circonstances atténuantes avec notamment une économie pénalisée par l'euro et des dettes plus lourdes. En résumé, Élucide nous explique que le macronisme vise à rançonner l'État au bénéfice des entreprises et des plus aisés. Cela s'est traduit par une explosion des aides publiques aux entreprises qui atteignent 160 milliards d'euros. Ce prix n'a d'ailleurs pas été payé, mais emprunté, car si les dépenses ont augmenté, les recettes ont diminué en raison des choix de ce même gouvernement. Cette politique, explique le blog, pose de nombreux problèmes, mais le principal est sans doute que la dette augmente de plus en plus, ce qui rend sa stabilisation toujours plus compliquée, puis son évolution dépend cruellement du niveau de la croissance, de l'inflation et des taux d'intérêt. Les perspectives sur ces points sont moroses et la gestion de l'État et donc de l'économie du pays va s'avérer périlleuse dans les 15 ans à venir. Les nuages s'amoncellent au-dessus de l'économie française, mais pas que, apparemment aux États-Unis aussi, selon le journal Le Monde. Plus les taux d'intérêt restent élevés, plus le risque d'un accident financier augmente. Et si le mandat de Joe Biden a débuté avec la résurgence d'une inflation disparue depuis 3 décennies, il pourrait s'achever sur un krach financier aux États-Unis, nous dit l'article. Crise immobilière de bureau, impasse du capital risque, risque sur la dette non cotée, bulle de l'intelligence artificielle à Wall Street, déficits abyssaux, les signaux faibles se multiplient, laissant craindre que le ciel serein fait de plein emploi et de croissance ne tourne à l'orage. Une tempête provoquée par la persistance de l'inflation et des taux élevés, c'est poison lent pour l'économie nationale, conclut l'article. L'Inde rapatrie tout son or, nous dit Coin Tribune. En effet, la banque centrale indienne vient de transférer 100 tonnes d'or depuis son ancien colonisateur anglais. Le dernier transfert d'or de cette envergure était dans le sens inverse, en 1991. Officiellement, New Delhi, qui a acheté 18 tonnes d'or en ce premier trimestre 2024, souhaite économiser les frais de stockage actuellement payés à la Banque d'Angleterre. Mais officieusement, l'article nous dit que New Delhi veut se protéger face aux tensions géopolitiques qui s'accroissent. Ce rapatriement est aussi le signe qu'un nouvel ordre mondial est en gestation, puisque cette boulimie n'est pas restreinte à l'or, mais concerne entre autres plusieurs pays des BRICS. Le but étant évidemment d'affaiblir le dollar. D'ailleurs, dans le même temps, sur le blog de la chronique Agora, Bill Bonner nous explique que ce fameux nouvel ordre mondial devient réalité, soulignant que la visite officielle du président russe Vladimir Poutine en Chine il y a 2 semaines est le signal d'un grand changement dans les relations de pouvoir, dans les rapports de force entre les gouvernements du monde. Ray McGovern, analyste de la CIA pendant 27 ans, explique qu'il s'agit d'un changement tectonique dans l'équilibre des pouvoirs au niveau mondial.
L'entente entre la Russie et la Chine sonne également le glas des tentatives des néophytes de la politique étrangère américaine de creuser un fossé entre les deux pays. La relation triangulaire est devenue une relation de 2 contre 1 avec de sérieuses implications, notamment pour la guerre en Ukraine. Si les génies de la politique étrangère du président américain Joe Biden restent dans le déni, l'escalade est presque certaine. Je vous mets l'article de la Chronique Agora en description de cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Allez, un petit détour par le cours de l'or qui se latéralise un peu ces derniers temps. Hier lundi, l'once d'or affichait 2155 € environ et 2342 $. L'or dont la relation avec le Bitcoin évolue, nous explique CoinTribune. Longtemps perçus comme des valeurs refuges décorrélées, ces deux actifs semblent désormais danser au même rythme, nous explique le média spécialisé dans les cryptoactifs. Des analystes de Kaiko, une plateforme de données sur les marchés crypto, ont relevé la tendance haussière de la corrélation entre les cours du Bitcoin et de l'or au cours des derniers mois. Sur une période de 60 jours, cet indicateur suit actuellement une pente ascendante. Bien que modéré à 0,2 pour l'heure, loin du pic à 0,5 atteint en 2022, cette corrélation positive contraste avec la dynamique inverse observée fin 2023. À l'époque, le Bitcoin et l'or évoluaient dans des directions opposées, affichant une corrélation négative. Si vous voulez bien comprendre cette relation hors physique Bitcoin, je vous mets en description le lien de 2 articles sur le sujet parus récemment sur le blog L'or et l'argent. Et petit aparté, si vous voulez investir de manière sécurisée et accompagnée dans les cryptoactifs, chez Aucoffre, nous vous recommandons le service Cryptcool, sans doute le service le plus adapté pour les personnes qui se lancent dans l'univers crypto. Autre info tombée ce week-end, le milliardaire français Bernard Arnault est redevenu l'homme le plus riche du monde devant Elon Musk et Jeff Bezos. L'occasion pour Elucide de braquer le projecteur sur le CAC 40 avec un article de l'économiste suisse Miret Zaki qui nous explique qui possède le CAC 40 en expliquant d'abord que la plus grande réussite du capitalisme français ces dernières années n'est pas l'armement, ni l'agroalimentaire, ni la finance, mais le luxe et les cosmétiques. Le CAC 40, c'est 2100 milliards d'euros de capitalisation boursière. Ce sont 40 entreprises cotées à la bourse d'Euronext, dont tout un chacun peut acquérir des parts sur le marché. Mais ce sont les actionnaires des 3 premiers groupes de luxe qui concentrent aujourd'hui 15,5% du CAC 40 à travers l'actionnariat au sein de leur groupe et leur participation dans d'autres entreprises. Le secteur du luxe profite de l'accroissement sans précédent des fortunes des ultra-riches. Il accapare désormais 39% de la capitalisation boursière si l'on additionne LVMH, Hermès, L'Oréal, Essilor Luxottica et Kering. Par conséquent, c'est sans surprise que les actionnaires des 3 plus grands groupes sont devenus les personnes les plus riches de France et pour certains du monde. La famille Arnault LVMH détient 7,8% du CAC 40. Elle est suivie par la famille Puech d'Hermès avec 4,8% du capital et des Bettencourt Meyers pour L'Oréal avec 2,9%. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle revue de presse.